Donc c'est parti pour la naissance du pire politicien français, aka Nicolas Sarkozy, par le canin réfractaire. Donc Sarko, normalement, vous connaissez, hein, Éric Malion, les affaires, tout ça, Karcher, hein. Et Sarko, je pense que c'est l'un des présidents les plus détestés à raison, et on va voir comment il est devenu le Sarkozy qu'on connaît. Et moi qui ai un peu vécu la période pré-président Sarkozy, mais qui était trop jeune pour connaître vraiment, pour comprendre les tenants et les aboutissants de la politique, par contre je regardais les guignols de l'info. Et dans les guignols, il était vraiment décrit comme un espèce de roquet qui mord et qui est prêt à trahir tout et le monde et n'importe qui pour pouvoir monter politiquement. Balladur, Chirac, etc. On va voir ce qu'il en est, mais on a tous des petites appréhensions sur Sarko, je pense. Allez, let's go. Alors, je sais pas si t'as remarqué, mais là, j'ai l'impression que le début des années 2000, ça connaît une sorte de revival, tu sais, une forme de nostalgie de cette époque révolue. Ah bah oui, on le voit avec le punk rock, le punk pop aux États-Unis. Chez nous, il y a le côté beaucoup plus rap de ces débuts des années 2000, la Starac qui fait ce revival, mais c'est normal. Il y a eu les années 80, les années 90, c'est autour des années 2000. Voilà, c'est notre moment à nous. Avec la Starac, les crop top Rose Fuchsia, Malcolm, les sons Eurodance. Après les années 80 puis 90, c'est au tour du début du siècle de connaître cette vague de nostalgie. Et c'est cool de voir que... enfin, c'est à la fois cool et ça fait bizarre de voir que les trucs que nous on aimait dans l'adolescence, qui paraît pas si lointain, parce que c'était il y a seulement 20 ans, ça fait mal, bah en fait sont considérés comme des trucs de vieux, tu vois, genre typiquement là on a vu Rammstein, Green Day, Linkin Park, c'est pour nous ce que les Sex Pistols étaient pour nos parents, tu vois le délire, ça fait bizarre. Comme si tout allait bien à l'époque dans ce tournant du 3e millénaire qui symbolisait l'avènement du futur. Et en fait on comprend assez vite que plus on vit dans une période compliquée comme aujourd'hui avec l'accumulation des crises, plus on va avoir tendance à créer des phénomènes de compensation qui vont s'exprimer à travers de la nostalgie. Ah bah classique, classique. Plus ça va mal et plus on va dans la nostalgie. Et de toute façon la nostalgie a toujours été un outil puissant du capitalisme, hein. Déjà dans les années 80 il y avait de la nostalgie des années 50, avec Grease, avec merde comment ça s'appelle, le truc avec Fonzie là, merde j'ai oublié le nom, bref les vieux sauront, j'ai oublié le nom, le truc avec Fonzie, putain l'une des séries les plus connues au monde. Il y a toujours eu ça, il y aura sûrement toujours. Après c'est plus ou moins exprimé selon les périodes. Et c'est précisément ce qui va nous intéresser aujourd'hui dans cette vidéo. On va gratter à la surface de ces années pour découvrir qu'elles déterminent bien plus. Merci Happy Days des Ganailles. À chaque fois j'oublie cette série, j'ai jamais regardé mais elle est tellement culte que j'ai l'impression que je l'ai regardée. Qu'on ne le pense, la période qu'on vit aujourd'hui, et ça notamment à travers une figure, celle de Nicolas Sarkozy. Plongeons donc ensemble dans les années 2000. Déjà, parlons de 98, qui avait une odeur particulière quand même. Je veux dire, la France gagne la Coupe du Monde de football chez elle. C'est la fête aux Champs-Élysées. Zidane représente la France avec Deschamps et Thuram. C'est la France black, blanc, beurre qui danse la samba. Et puis ça, c'est sans parler de Jamel qui commençait à vraiment cartonner, Gad Elmaleh, Eric et Ramsey. Il y avait vraiment toute une vague black, blanc, beurre à l'époque et d'optimisme en fait, parce que on avait un gouvernement socialiste, les 35 heures, ça commençait à... Le nouveau millénaire avait l'air bien. Enfin, tu vois, il y a le côté on passe au nouveau millénaire, donc peut-être que ça ira mieux. Ah, il y avait beaucoup d'espoir pour les années 2000, espoir assez vite tué dans l'œuf, mais c'est vrai, comme le dit le titre du chapitre, il y avait vraiment une illusion de la paix sociale dans les années 2000, qui s'est retournée contre nous malheureusement, parce que comme c'était qu'une illusion, ça a fait un effet de réactance après. L'image qu'on a en tête de cette période, c'est précisément celle-là, une période de grand apaisement, de réconciliation sur toute la France, un souvenir qui contraste avec notre période actuelle. Et en vrai, c'est pas complètement fantasmé. Qu'est-ce qui s'est passé à cette période? En 1995, c'est Jacques Chirac qui est élu président de la République et il va très vite s'atteler à reconnaître les fautes de l'État français dans l'histoire. Il va faire un discours sur la rafle du Veldiv et la responsabilité de la police française dans la déportation des Juifs lors de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, il serait taxé d'antisémite, il serait taxé de woke, il serait taxé de machin, parce qu'il a pas fait que ça, Chirac, hein, il a fait d'autres trucs. Qu'on aime ou pas le personnage, franchement, c'était pas le pire président qu'on a eu. Quand tu vois ce qu'on a eu après, je veux dire, Chirac, pour beaucoup, c'est vraiment le dernier grand président français qu'on a eu. Parce qu'après, Sarko, Hollande, Macron, la trilogie du mal, franchement, quand on était à l'ère de Chirac, on se disait, ah putain, l'enculé, mais avec le recul, tu te dis, ah franchement, au moins il était marrant, dans le bon sens du terme, Jacques, quoi. Un mouvement qui est suivi par le gouvernement de l'époque, hein, qui est censé être opposé à Jacques Chirac avec Lionel Jospin. Et lui, il met notamment en place la loi Taubira de 2001, qui reconnaît la traite des êtres humains et de l'esclavage
l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Ou bien il y a cette loi qui instaure le Pax en 1999, donc un lien juridique de couple que peuvent mettre en place tous les couples, qu'ils soient couples homosexuels ou hétérosexuels. Voilà, c'est une première. C'est les lois contre la discrimination homme-femme aussi, ou sur la création du congé paternité en 2001. Niveau droit du travail, cette époque, c'est aussi celle des 35 heures, une loi phare, limite un symbole. Et puis c'est la nouveauté technologique qui continue de se démocratiser avec les ordinateurs, avec Encarta, les forums, MSN, tout ce qui nous laisse entrevoir un monde où on se parle tous et où on se comprend. Ah mais c'était tellement l'espoir le début des années 2000, c'est terrible. Hein. C'est terrible à quel point tu vois que tous ces espoirs ont été balayés, à quel point toutes ces fondations qui paraissaient tellement bien, les 35 heures, les droits hommes-femmes, la reconnaissance des horreurs que la France a fait, la France Black Bomber, on est tous égaux, tout ça, en fait, ça avait l'air d'être solide à l'époque, tu vois. Et finalement, il a suffi de quelques trucs horribles, les deux tours, Charlie Hebdo, Sarkozy, Hollande, tellement de trucs qui ont petit à petit égratigné, en fait, cette vision optimiste. Puis ça, c'est sans parler de la crise des subprimes, ah, bref, la crise de 2008, là. Tout ça, ça a niqué. Mais quand tu y repenses, tu te dis, ah, c'est un tel gâchis, on avançait dans le bon sens. Pas forcément aussi vite et aussi bien qu'on aurait pu, évidemment que ça restait sous le capitalisme, évidemment que les problèmes sociétaux n'allaient pas être réglés d'un coup d'un seul, évidemment que le racisme existait toujours, etc. Mais il y avait cet espoir à l'époque. Espoir brisé malheureusement, mais franchement, quand tu revois ça, c'est dur. Et c'est aussi le début de la fièvre des pages personnelles avec les MySpace et puis les Skyblogs. Une parole libérée, une nouvelle contre-culture qui fait apparaître la caractéristique principale de ces pionniers, le détournement et la critique sous-jacente. Un espoir de paix, de progrès, de rentrer dans le futur. Et puis nous, au Canard, c'est cette période-là qui est notre enfance, donc c'est vrai qu'on a tendance un peu à l'idéaliser. Et pourtant, malgré tout ça, cette époque est aussi teintée par le recul social. Prenons un exemple qu'on a déjà pris et qui paraît positif, c'est les 35 heures. Eh bien, la loi, elle a bien fait passer la durée légale du travail à 35 heures, mais cela n'a eu d'effet général que sur le déclenchement du paiement des heures supplémentaires. En plus, la loi sur les 35 heures ouvrait la possibilité dans chaque entreprise, dans chaque établissement, de conclure des accords inférieurs à la loi et aux conventions collectives, remettant donc en cause toute une partie des avancées que les travailleurs avaient pu obtenir dans le passé. Les négociations entre les travailleurs et les patrons se sont faites donc de manière complètement isolée, décentralisée, avec des syndicats plus ou moins soumis ou muselés, et donc ça aboutit à exclure les temps de pause, par exemple du temps de travail, à généraliser le travail de nuit et à geler une grande partie des salaires. Ah bah super, mais ça c'est un truc que on en a beaucoup parlé avec ma maman, qui est de gauche, à la base plutôt de gauche socialiste, et qui maintenant est plus proche de LFI. En termes de conviction, elle est encartée nulle part, mais tu vois l'idée. Et on parle beaucoup des années 80, 90, 2000, de ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont surtout pas fait à l'époque, et ma mère le reconnaît bien volontiers, ils ont rien glandé. En tout cas, quand tu compares à la génération de leurs parents à eux et la génération de ma génération, les zoomers, ils ont rien branlé. C'était vraiment l'une des périodes les plus creuses d'un point de vue revendication politique et sociale qu'on ait vu depuis le baby boom. C'était la période de la classe moyenne, c'était la période de oui, tout ira bien, vous inquiétez pas. Endormez-vous, voilà, tout va bien, regardez. Vous êtes dans la classe moyenne, on a les 35 heures, on fait des discours sur les égalités femmes-hommes, tout ça, voilà. Allez, on s'endort. Petite claque dans la tête. Tu vois, c'est vraiment ça, quoi. Et moi, je leur en veux à la génération de nos parents qui ont rien branlé, qui ont laissé faire, qui ont essayé. Il y en a, ils ont essayé, bien sûr, mais c'était tellement peu, il y avait tellement beaucoup moins d'opposition qu'il y a eu avant avec mai 68 ou ce qu'on a maintenant avec les gilets jaunes, etc. Le plus grand moment de cette période-là, c'est 95, je pense, avec la loi sur la retraite. Oui, déjà à l'époque. Mais vous voyez ce que je veux dire. Et ce recul-là a eu lieu dans de nombreux domaines. Hors des urnes, par exemple, on va voir un mouvement altermondialiste se structurer avec le premier sommet à Porto Alegre en 2001. Ce mouvement fait la critique des politiques de Reagan aux États-Unis, de Thatcher au Royaume-Uni et de Mitterrand dès 83 avec le tournant de la rigueur. Ils utilisent des termes un peu fourre-tout comme néolibéralisme ou mondialisme. D'un côté, c'est une contestation, de l'autre, c'est une forme d'abandon de logique et de l'histoire militante qui avait existé auparavant. C'est une plongée dans un certain oubli et dans un recul des luttes. Et ça se
se voit parce que quand dans les années Hollande, on a eu une nouvelle réémergence des luttes, qu'elles soient sociales, écologiques, politiques, etc. Eh ben t'avais vraiment l'impression avec le recul que les gens ils croyaient trop avoir inventé la poudre. Tu vois, genre oui, on va réinventer la politique, nuit debout, on veut mieux que ça, le fil d'actu, tout ça, tu vois, genre waouh. Alors qu'en fait c'est des trucs qui se faisaient déjà avant, mais les luttes sociales ont tellement été aseptisées, ont tellement été un peu oubliées, marginalisées dans les années 90-2000 que au final, ben quand dans les années 2015, on a voulu 2010-2015, on a voulu se remettre dans les luttes sociales, bah il a fallu repasser par cette période où on croyait réinventer tout alors qu'en fait non. Et aujourd'hui ça s'est stabilisé, heureusement aujourd'hui ça va mieux. Mais les années 2000 sont une preuve qu'il faut jamais oublier. Les années 2000 nous montrent qu'il faut pas se le relâcher, qu'il faut pas laisser les choses se faire, parce que si on laisse les choses se faire, eh ben les gouvernements feront des choses contre nous. Ils grappilleront. S'ils peuvent grappiller, ils grappillent. Et on s'est trop relâché et ils croient trop qu'ils peuvent tout faire. Regardez Macron aujourd'hui. Jamais ça aurait été permis avant ça Macron. Macron dans les années 90, il aurait pas pu rester aussi longtemps, il aurait pas pu faire tout ce qu'il a fait. Ce mondialisme dénoncé par les altermondialismes en réalité n'a rien de neuf. Au 19e siècle, quand le textile industriel détruit la production artisanale et s'exporte à l'étranger, on est déjà là-dedans. Et même avant avec la traite des esclaves, c'est une horreur inhumaine, mais c'est organisé sous une forme de mondialisation. En fait, l'altermondialisme abandonne peu à peu la critique radicale de la logique capitaliste parce que la lutte a été abandonnée dans les décennies précédentes. Les syndicats sont moribonds et la résistance politique ouvrière a été cassée. Cette contestation, elle conduit à des résultats électoraux. Dans la présidentielle de 2002, on a des scores de plus de 5% pour les partis comme Les Verts, qui étaient bien plus radicales à l'époque, ou encore Lutte ouvrière. Les partis au pouvoir en France ont subi une douche froide en 2002 avec l'arrivée au second tour de Jean-Marie Le Pen. En 2005, c'est rebelote, la classe politique dans sa quasi-intégralité subit un revers électoral massif et historique avec le rejet du traité constitutionnel européen par référendum. Les discours des partis traditionnels et des médias vont acter la percée du Front National puisqu'ils vont appuyer et répéter ce que dit Jean-Marie Le Pen avec de la tolérance zéro et de la fermeté à tous les étages. L'omniprésence du thème de l'insécurité va inviter les électeurs à se détourner des partis qui semblent au mieux être des copies, au pire être des hypocrites par rapport au FN. Ah bah les années 2000 à ce niveau-là, ça a été vraiment le gros ça y est là, l'UMPS, on n'en peut plus au bout d'un moment. Ça s'est fait petit à petit, ça s'est pas fait d'un coup. Et évidemment là, le bilan de tout ça, c'est le fait que Macron ait pu être élu et aussi le fait que le FN et Mélenchon et ses alliés ont pu être aussi mis en avant parce que le côté centriste de gauche ou de droite un peu mou, au bout d'un moment ras le cul. Et d'ailleurs Sarko l'avait très bien compris en 2007 avec sa campagne beaucoup plus axée pour grappiller des voix au FN plutôt que axée sur le truc de centre-droite classique à la Chirac, tu vois. Et cette période, c'est là où les socialistes et l'UMP ont pas été malins. L'UMP un peu plus sur le court terme parce que ça a marché sur le court terme en 2007 avec Sarko. Mais sur le long terme, non, parce que les gens étaient dégoûtés de Sarko, donc ils sont allés voter PS, même si Hollande il s'en battait les steaks. Mais pareil, le PS, il a pas entendu ce que son aile gauche disait, dont Mélenchon qui s'est cassé en 2008 parce qu'il en avait ras le cul. Mais sur le long terme, il avait raison finalement. Les gens, ils voulaient plus de radicalité, ils voulaient plus d'engagement, ils voulaient pas ce truc un peu mou. Et puis le fait que l'insécurité ait énormément été dans le débat public à l'époque, malheureusement après 2001 et encore plus avec les émeutes de 2005, avec la mort tragique de ces deux jeunes dans un truc EDF, déjà ça a beaucoup joué pour le FN évidemment, le FN c'est le grand gagnant de ça, pas sur le court terme. Sur le court terme ça se voit un petit peu avec 2002, mais il y a eu une telle mobilisation anti-Le Pen que à l'époque on pouvait se dire c'est qu'une sortie de route, on va revenir à UMPS comme d'habitude. Sauf que non, en fait c'était un signe que à force de tout mettre sur le dos de l'insécurité, à force de parler d'immigration tout le temps, comme le dit le canard, les luttes beaucoup plus concrètes, sociales, politiques, environnementales, etc. sont passées au second plan et les gens pensaient beaucoup plus immigration, sécurité, etc. Alors qu'en vrai, on est de plus en plus en sécurité, faut arrêter. D'ailleurs, ce n'est pas la première percée de ce parti dans les classes populaires, puisque les déçus du mitterrandisme, de sa politique libérale et de ses trahisons sociales vont commencer à lui donner des scores importants dès 83. Et puis les déçus du Parti communiste, parce que oui, d'accord, le mitterrandisme, mais aussi le Parti communiste qui était de moins en moins communiste, surtout après la chute du mur, ils ont quand même pas mal perdu en prestige. Et aussi, le Parti communiste et le Parti socialiste étaient devenus des partis de bureaucrates, de notables, de politiciens. Je veux dire, c'était fini le temps où le Parti communiste mettait des ouvriers, il les formait pour aller à l'Assemblée, pour être machin. Non, maintenant, c'était des énarques,
oligarques, des politiciens, professionnels, des avocats, comme partout. Donc les ouvriers se sentent pas représentés, donc ils vont aller chez quelqu'un de plus populiste. Donc à l'époque, Jean-Marie Le Pen. Mais peut-être que si LFI existait à l'époque, peut-être qu'ils auraient été aussi chez LFI, tu vois. Et la loi Sûrement, aussi de la d'ailleurs. proportionnelle qui a permis d'augmenter le RN pour faire baisser la droite traditionnelle, enfin ça c'était les calculs de Mitterrand pour rester au pouvoir. Et oui, parce que tout comme la percée du RN, en réalité à l'époque, tous ces phénomènes étaient déjà en germe. Et pour comprendre ça, il faut remonter dans le temps, encore plus loin que ce qu'on a déjà fait jusque-là. En 1973, on a la première grande crise pétrolière qui met fin à ce qu'on appelle les 30 glorieuses, qui sont des années de grand développement capitaliste du pays du fait de la reconstruction après la guerre. Le choc pétrolier, c'est dû à quelques trusts qui s'occupent du pétrole et qui voient la fin de la reconstruction comme une immense perte de marché et donc de taux de profit. Et donc pour augmenter leurs marges, ils augmentent les prix et les gens ils continuent d'acheter du pétrole tout simplement parce que tout à l'époque était sur le pétrole, que ce soit l'industrie, le transport, tout le monde en avait besoin, donc tout le monde continue d'en acheter, même si les prix augmentent. Et puis pourquoi on n'achèterait pas du pétrole? Après tout, c'était pas cher, on a tout mis là-dessus, et puis les États-Unis, qui étaient le pays number one à l'époque, a fait tout son économie sur, son économie de transport sur le pétrole. Eux, les trains, il y en a quasiment pas, c'est la voiture, le plastique, tout ça, donc fatalement, ça a bien foutu la merde. Et il a raison, c'est les germes à cette époque de ce qu'on a vu plus tard. C'est juste qu'on ne voyait pas encore les conséquences. Les prix augmentent genre en France parfois de 20%, ce qui est beaucoup. La crise est donc économique, elle menace d'éclater en guerre réelle et conduit l'État français à de grands choix économiques, notamment la construction de beaucoup de centrales nucléaires pour se passer du pétrole pour l'électrique. Sauf que le pouvoir et les médias, eux, ils donnent une autre version de l'histoire. Ils laissent croire que, dans leur discours, il y aurait une forme de pénurie de pétrole, que le pétrole serait en train de disparaître. Pour faire économiser de l'énergie, donc du pétrole, le président Giscard d'Estaing invente même le changement d'heure. Voilà, ça marchera pas évidemment, mais ça laissera au moins en tête un slogan. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Ah, c'est à cause de ça le changement d'heure? Je savais même pas. Ouais, désolé, c'est peut-être de l'inculture, mais je savais pas que le changement d'heure c'était avec ça. Mais ça sert à que dalle. C'est complètement con leur truc. Mais pour dire que ça a matrixé les gens à ce point. Mais d'ailleurs, Giscard, il aurait pas pu juste dire les prix augmentés, du coup ça devient cher, du coup on va essayer de s'en passer. Je pense que beaucoup auraient compris. Aucune idée par contre qui irait amoindrir les profits des trusts pétroliers, dont certains sont français. Quel hasard. Pour l'économie et pour les travailleurs, cette crise, c'est l'apparition du chômage de masse. Et c'est là où il y a lieu des licenciements massifs avec des délocalisations. On ferme donc les frontières à l'immigration de travail. Le pouvoir tente donc de pointer du doigt les étrangers pour la perte du travail des Français. Le même gouvernement qui avait dit aux étrangers SVP venez parce qu'on a besoin de reconstruire et vous êtes de la main d'œuvre pas chère et vous pouvez travailler dans les usines. Mais maintenant qu'on a plus besoin de vous, allez, on rentre en Afrique là, ton pays là, je sais pas c'est quoi, nique-toi. Génial ça fait plaisir tout ça, ça fait plaisir. Mais ouais, cette époque terrible, et le chômage de masse, la délocalisation, fermeture d'usines, aujourd'hui on se dit, ouais classique. Mais à l'époque c'était vraiment inédit quoi. Enfin dans le sens, on ressort de 30 années de quasi, si ce n'est total, plein emploi, avec une croissance qui monte, avec un pouvoir d'achat qui est quand même conséquent, etc. Donc c'est un vrai choc, et pas que pétrolier, financier, économique, social, et faut bien accuser quelqu'un, faut bien le bouc émissaire, donc pourquoi pas ceux qui sont arrivés les derniers, les immigrés. Ce qui donne les prémices de la montée du FN 10 ans plus tard. Et les patrons français voient une aubaine dans ce chômage de masse. Ils peuvent donc faire peur à tout le monde avec le spectre du licenciement et donc casser les droits des salariés. L'État français va quant à lui vouloir remettre à flot les entreprises. Le gouvernement entame donc d'immenses vagues de privatisation. Et sur le long terme, on a vu que c'était une très bonne idée tout ça. Mais c'est ça le problème, c'est que les gouvernements ils voient jamais long terme. Ils veulent des résultats tout de suite, mais parce qu'ils sont trop omnibulés par les sondages, ils sont trop omnibulés par leur petite stratégie électorale, le fait d'avoir assez de gens à l'Assemblée pour pouvoir avoir leur thune, etc. Ils pensent pas au peuple, en tout cas très peu, et pas tout le monde, et JPP. Les banques, les télécoms, l'industrie et même Total ou TF1, tout passe du public au privé dans les années suivantes avec comme argument que la concurrence ferait baisser les prix, qu'elle permettrait plus d'emplois et que donc l'État français va pouvoir réduire son déficit. Et on a vu ce que ça a donné. Évidemment que TF1 et tout ça, évidemment que ça a grave baissé les prix. D'ailleurs, c'est pas du tout comme si récemment le directeur général de la SNCF avait dit « Oui, on n'est pas une entreprise publique, donc on fait les prix qu'on veut. » Pas du tout, c'est pas du tout ça. C'est ironique parce que la SNCF
SNCF c'était public avant, hein. Et on l'a privatisé justement pour la compétitivité, les prix et tout. Oui, sauf que ça marche au début. Le fait de privatiser, oui, au début ça marche. Les prix sont bas, il y a de la compétition, c'est etc etc. Sauf que sur le long terme, il y a de moins en moins de compétition parce que c'est comme Highlander, hein, le capitalisme, il ne peut en rester qu'un ou deux trois à la rigueur, mais pas beaucoup. Et du coup, une fois que le marché s'est régulé et que les 2-3 mastodontes restent, pourquoi ils augmentent pas leur prix? Après tout, les gens seront bien obligés, vu qu'il n'y a pas de services publics qui font la même chose. La SNCF, il n'y a plus que la SNCF, mais elle est privatisée. Qu'est-ce qui les empêche d'augmenter les prix? T'es pas content? Vas-y en voiture, vas-y à pied. Et on l'a vu avec les Ouibus, les Flixbus, les trucs comme ça, hein. Au début, c'était ridiculement cher. Mais avec le temps, ça c'est les prix ont augmenté. Parce qu'il y a de moins en moins de concurrence, et toujours autant de demandes, et que t'es pas content? Prends le train. Le gouvernement Jospin, du Parti Socialiste, entre 97 et 2002, va d'ailleurs complètement dans cette logique. France Télécom, le Crédit Lyonnais ou leur aérospatial passent au privé. Et c'est aussi ce gouvernement qui commence la privatisation des autoroutes par le sud du pays et qui sera achevée en 2006. Et c'est vraiment reculer pour mieux sauter, quoi. Et aujourd'hui, on s'en mord les doigts de ce genre de situation, c'est terrible. Déjà, mesurer à ce moment-là les effets des premières privatisations des années 80, c'est-à-dire des secteurs immenses qui essayent de réduire leur masse salariale en France et qui usent de tous les moyens pour mener cette politique avec du management inhumain qui pousse les salariés au suicide. Si jamais vous n'avez pas connu les années 2000, France Télécom et tout, c'était un vrai bail, hein, les suicides France Télécom, l'agressivité des managements et tout, etc. pour pousser les gens qui avaient leur contrat à l'ancienne, avec leurs droits à l'ancienne, à dégager pour pouvoir embaucher des gens avec des nouveaux contrats beaucoup plus avantageux pour la boîte. Pour vous dire, Trio, on a même fait une musique. C'est pour dire à quel point c'était un truc, un minimum vraiment impactant. Et c'est logique, une entreprise privée, elle veut faire du profit, elle veut faire de la thune, donc fatalement que elle va couper les dépenses le plus possible. Alors qu'une entreprise publique, elle s'en fout de faire de la thune tant que ça marche, vu que c'est fait pour le public, pour les gens. Et à côté de ça, le prix des produits grimpe alors que la promesse de base, c'était la baisse des prix. On rappelle, et même encore aujourd'hui, que les gouvernements justifient les privatisations par la concurrence magique qui ferait baisser les prix parce qu'il faudrait proposer des prix bas aux consommateurs pour avoir un avenir. Oui, ou alors ils font en sorte de tous se mettre d'accord sur les prix, c'est ce qui s'était passé dans les années 2000 avec SFR, Bouygues et Orange qui secrètement avaient dit bon, on met les prix comme ça, et on est tous d'accord là-dessus, comme ça reste cher. Bon après il y a eu Free qui a totalement niqué leur truc, mais s'il n'y avait pas eu Free, on serait resté avec des box internet et des forfaits mobiles super chers. Résultat, depuis par exemple la privatisation des autoroutes terminée en 2006, Vinci, Eiffage et Albertis, les trois sociétés privées qui s'en occupent, ont accumulé près de 20 milliards de bénéfices. Hein. Ils continuent encore aujourd'hui d'augmenter les prix comme jamais. Donc ces privatisations devraient être évaluées comme des échecs. C'est ce que c'est, des échecs. Mais toute la classe politique continue malgré tout ces privatisations. C'est ça qui est fou. C'est que à la rigueur, les premières privatisations des années 80, bon, nous on trouve ça con, mais c'est parce qu'on a vu le résultat. Donc allez, on veut bien donner le bénéfice du doute. À l'époque, ça pouvait sembler être une bonne idée, peut-être. Mais une fois que t'as vu les effets de ces premières privatisations, pourquoi tu continues? Pourquoi? Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour le court terme, parce que sur le court terme tu gagnes de la thune, tu gagnes du pouvoir d'achat, sur le court terme ça a l'air d'être une bonne idée parce que les entreprises laissent les prix bas pour être attractifs au début, mais petit à petit, une fois que les gens sont habitués, petit à petit tu augmentes. Regarde Netflix, au début c'était pas cher, et au début tous les trucs de streaming à la demande c'était pas si cher, mais maintenant qu'il y en a plus que 2-3, ils augmentent. L'idée des gouvernements c'est en fait de démanteler tout un tas de secteurs, que ce soit les soins ou même l'éducation publique par exemple. Vous connaissez peut-être l'expression, celui qui veut tuer son chien l'accuse d'avoir la rage. Mais qu'est-ce qui pourrait mal se passer en privatisant les soins, l'école, etc. Ah là là, on se demande, hein. En fait, ils veulent faire de la France les États-Unis, et on voit que les États-Unis, niveau soins, niveau éducation, santé, tout ça, c'est le top. Eh bien, c'est exactement ce qui va se passer. On va accuser ces secteurs d'être trop dépensiers, d'être trop privilégiés, et on les saborde en prétendant rationaliser les dépenses. C'est toujours comme ça, c'est toujours comme ça. On dit que les entreprises sur le public, ça a trop de dépenses, donc on les privatise, sauf qu'en fait, ça nous fait tout autant de dépenses, voire plus, parce qu'en plus, on n'a pas les bénéfices, entre guillemets, de ces entreprises-là, ce qui est logique. En réalité, l'idée, c'est là encore de servir l'entreprise, et en particulier les grandes entreprises,
entreprises en leur donnant le droit d'être concurrents du service public qui, déjà à l'époque, commence sérieusement à saturer. Et évidemment, dans ce contexte où il y a énormément de chômage, le gouvernement doit faire croire aux gens qu'ils font quelque chose. Le bon exemple, c'est la réduction Fillon. Oui, c'est ça. C'est que tu fasses vraiment quelque chose ou pas, faut faire une action forte pour que les gens croient que tu fais quelque chose qui peut marcher, qui va peut-être pas marcher, mais qui peut. Hollande l'a fait avec les aides d'État, le SVP, on vous donne de l'argent, mais si vous pouviez éventuellement faire des emplois, etc. Vous n'êtes pas obligé, hein, mais ce serait bien. Mais c'est pour ça qu'au minimum du minimum, il faut réguler le capitalisme, et c'est vraiment le minimum. Des lois qui font qu'ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent, et s'ils sont pas contents, qu'ils dégagent. Après tout, la France c'est un pays fort, il y a d'autres entreprises qui peuvent très bien s'épanouir. Ça fait des années qu'ils gueulent à dire oui, si jamais vous faites ceci, cela, comme avancée sociale, c'est la fin de l'entreprise, c'est la fin de ceci. Ça a jamais été le cas. C'est au contraire vos trucs de régression qui font qu'on est dans la merde, donc arrêtez. Où le pouvoir a décidé de supprimer des cotisations sociales sur les bas salaires pour les employeurs. Autrement dit, on prend de l'argent qui finance la santé, le chômage et les retraites pour donner de l'argent aux patrons qui sous-payent leurs employés. Ça c'est un coup de génie quand même. Et donc quand on arrive dans les années 2000, en réalité ça fait déjà 2 décennies que ces stratégies politiciennes sont utilisées et elles commencent à être perçues comme ce qu'elles sont, des arnaques. Des illusions créées pour cacher un système d'exploitation qui finira par tout ruiner. Et ça aurait pu rester là dans un flou, dans un brouillard, parce que les syndicats ne fonctionnent plus, parce que les médias indépendants sont marginaux et donc que les contre-discours peinent à se faire entendre. Sauf que Internet arrive et ça fait émerger des tas de discours qui contestent et dénoncent ces arnaques. On va voir l'arrivée des premiers médias indépendants en ligne en 2007 et 2008. Dans les années suivantes, ces contre-discours vont se consolider, se professionnaliser. Et nous, au Canard, on arrive 20 ans après tout ça. C'est un peu la suite de l'évolution de cette tendance. C'est aussi pour ça que, pour nous, cette période des années 2000, elle est importante à comprendre. Déjà parce que c'est notre enfance ou notre adolescence, très clairement. Et surtout parce que tout ce qui se passe maintenant est issu de ce contexte. Face à cette contestation par le discours sur Internet et face à Le Pen au second tour en 2002 et au non au référendum européen de 2005, le grand patronat français va sortir un atout de sa manche qui s'appelle Nicolas Sarkozy. Ah, on arrive enfin à Nicolas Sarkozy. Après tout, il n'aura fallu que 12 minutes. Non, mais en vrai, je blague, hein, évidemment, ça fait toujours plaisir, une remise en contexte. Et c'est cool parce que vraiment, tu vois comment Nicolas Sarkozy a pu être créé. Tout ça, c'est vachement intéressant. Mais la vidéo est grave cool, je trouve. Où est Sarko ? C'est juste après les élections de 2002, justement, que Sarkozy apparaît davantage aux yeux du grand public. Il redevient alors ministre, cette fois pas du budget comme en 93, mais de l'intérieur, ce qui lui a valu sa célébrité et ce pourquoi on se souvient de lui aujourd'hui. À cette époque-là, Sarko, il a déjà un très bon réseau et il vise la présidentielle, le coquin. Donc si on veut bien le comprendre, il faut se rappeler de son parcours. La famille Sarkozy de Nagui Bosca, déjà, on peut remonter son arbre généalogique sur plusieurs siècles via Wikipédia, à la même des armoiries. Pardon, monsieur. Oh là là. Et c'est là où Sarko il était moins bon que Chirac, c'est qu'il n'arrivait pas à faire aussi bien que Chirac le côté on est proche du peuple, des paysans et des prolos. Il était nul comparé à Chirac à ce niveau-là. C'était vraiment le président bling bling par excellence. Et tout ça c'est le signe d'une famille aristocratique très ancienne quand on est en France, parce qu'en Hongrie c'est juste une famille de la petite noblesse militaire qui ne possédait pas grand-chose, si ce n'est un titre de noblesse obtenu après avoir défendu le pays contre l'État turc. Et aussi une maison qui allait avec, mais qu'ils ont dû revendre avec la crise de 1929. La famille Sarkozy arrive donc en France en 48 et Nicolas naît en 1955. Ah, ça m'énerve tous ces immigrés là qui viennent en France pour voler notre travail, franchement. Au bout d'un moment, on peut pas avoir des vrais Français. Le pire, c'est que ce mec a fait partie de la montée du racisme en France alors qu'il est lui-même immigré. Enfin, fils d'immigré, ça me dégoûte. Et dès son plus jeune âge, le gars enchaîne les échecs. Par exemple, à 11 ans, il entre au collège au très prestigieux lycée Chaptal qu'il quitte pour redoubler sa 6e. Son bac, il l'aura en 73, mais au rattrapage. Quelques années plus tard, il obtiendra un diplôme de droit. Ça lui permet de devenir avocat en 1980, mais aussi d'entrer à Sciences Po et d'en repartir bredouille. Et c'est là que tu vois que ils sont mauvais, mais comme ils ont de la thune, ça passe. Il peut refaire une année, il peut machin, il peut truc, ça passe. Nous, jamais on aurait pu faire ça, qu'on soit d'accord. C'est très loin d'être un excellent parcours scolaire. En
En même temps, le gars, il pouvait pas trop réviser puisqu'il était en même temps président du comité de soutien de Chirac pour la présidentielle de 81 qui sera remportée par Mitterrand. Et donc, c'est Giscard qui devient président sortant. D'ailleurs, quand on regarde sa vie politique, on se rend bien compte qu'il enchaîne les échecs aussi. Dès 1974, Sarkozy adhère au parti politique gaulliste, en gros le parti de Chirac ou de Pécresse aujourd'hui. Il devient un militant modèle, premier arrivé, dernier parti. Tous les samedis, il assiste aux réunions du secrétaire de section. Le dimanche, il part coller des affiches dans les villes de la banlieue rouge. Il a quand même une sale gueule, Sarko, que ce soit à l'époque ou aujourd'hui. Limite, il est mieux aujourd'hui qu'à l'époque. Oh là là, quelle horreur, quelle horreur. Après, on peut pas lui enlever qu'il était motivé. Ça, on peut pas lui enlever au gars. Le jeune homme apprend vite les gammes du parfait militant et se fait bien voir de Robert Grossman qui va le faire monter en le choisissant notamment pour une émission sur France 3 qui va lui permettre de faire sa première télé. Sauf que là, ça va être un peu compliqué parce qu'en 81, Mitterrand est élu et en 88, Mitterrand est réélu. Et en 95, alors que Chirac gagne, Sarkozy est en fait soutien de son concurrent gaulliste à l'époque qui s'appelait Édouard Balladur. Oupsie, mauvais cheval. Mais ça, c'était beaucoup dans les guignols de se moquer de Sarko parce que c'était une girouette politique et qu'il choisissait mal. Donc pour lui, c'est une autre défaite qui le met en marge de son parti. Il est exclu des gouvernements jusqu'en 2002. C'est la traversée du désert. Ou pas vraiment, parce qu'en réalité, en coulisses, Sarkozy met en place tout le savoir politique, les codes, les mécanismes d'une élection, d'une section d'un parti, où les alliés d'hier de campagne victorieuse deviennent des ennemis de demain. Bref, il développe les compétences qui vont l'amener au pouvoir. Il a aucune race, il a aucune idéologie, c'est juste tant que je suis au pouvoir, moi ça me va. L'exemple même du politicien, si on a une vision exagérée d'un politicien, c'est Sarkozy en fait. En se mettant dans le combat qui oppose les gaullistes aux centristes. En 1983, il devient à 28 ans, à la surprise générale, le maire de la très riche ville de Neuilly-sur-Seine au moment où l'ancien maire décède. D'ailleurs, cette mairie était promise au départ à Charles Pasqua. Sarkozy a devancé à ce poste celui qu'il considérait alors comme son mentor. Et c'est horrible de dire que Neuilly a eu chaud, parce que Pasqua, c'est pas Sarko, Sarko, c'est un ange à côté de Pasqua. Et je vous conseille d'ailleurs le portrait sur Sarko et celui sur Pasqua, franchement, ils sont incroyables. Sarkozy a devancé à ce poste celui qu'il considérait alors comme son mentor. GG. C'est lui là, Pasqua, il a été impliqué dans plein d'affaires et la plupart du temps, il a été relaxé comme tous les politiciens. Une véritable inspiration pour Nicolas Sarkozy qui débloque alors la compétence trahison. Mais c'est hors de la politique qu'il crée son réseau grâce à son métier. Parce que Nicolas Sarkozy n'est pas un avocat dans n'importe quel domaine, c'est un avocat d'affaires. Ce qui lui permet donc de garnir son carnet d'adresses de gros noms. On en a parlé déjà dans la précédente vidéo de Sarkozy et son rapport aux grands patrons et aux médias. En 93, il rentre pleinement dans la scène médiatique en devenant ministre du budget et porte-parole du gouvernement Balladur en mars, puis en déjouant la prise d'otage d'une classe de maternelle en mai. Ah ça lui a beaucoup servi, parce que même moi je m'en rappelle, et il est très malin parce qu'il en a énormément joué. Et il est passé d'un ministre qu'on connaissait pas tant que ça, enfin ministre parmi tant d'autres, à un ministre qu'on reconnaît mieux. Et quand t'es pas premier ministre, c'est pas facile tout le temps d'être reconnu. Bon, ministre de l'Intérieur, tu me diras, ministre de l'Économie, c'est des ministères quand même importants, mais quand même. Il gagne donc la compétence, se salir les mains. En 95, il utilise celle-ci pour se venger de Chirac, qu'il a évincé du gouvernement. Il fait publier dans Les Échos une fausse correspondance de celui-ci pour le miner. Il augmente ainsi au niveau maximum sa compétence mentir sans une once de dignité. En 96, il épouse Cécilia Attias devant deux témoins qui sont en fait des poids lourds du 440. Martin Bouygues, le grand patron du BTP Bouygues et donc patron de TF1, et de l'autre côté Bernard Arnault, patron de LVMH, du groupe de luxe et donc du Parisien et des Échos. Mais quand tu vois tout ça aujourd'hui, tu te dis que c'est trop gros, mais comment on a pu voter pour un gars comme ça, quoi? Enfin, moi non, à l'époque j'étais trop jeune, mais tu vois ce que je veux dire, en 2007, mais comment t'as... Ah, putain, mais... Ah, il me dégoûte. D'ailleurs, c'est même lui, en tant que maire de Neuilly, tu vois, qui va marier Johnny et Laetitia Hallyday. Voilà. Comme ça, vous avez l'info. Quelques années plus tard, il devient l'avocat d'un autre poids lourd de l'économie française, Arnaud Lagardère, patron du groupe Lagardère, des éditions Hachette, d'Europe 1, etc. Et d'ailleurs, il y en a d'autres, des patrons en attendant, mais bon, déjà, ça c'est une bonne liste. Dans le même temps, son frère Guillaume Sarkozy devient, de 2000 à 2006, le vice-président du MEDEF, donc du syndicat des grands patrons. Oh là, mais Sarkozy et son entourage, c'est l'enfer. C'est terrible, oh putain. Vas-y, mais il n'y a pas un point positif chez Sarko?
ou... Nicolas lui-même devient aussi proche de milliardaires comme Dassault ou la fameuse Bettencourt, une vieille dame très riche qui lui a donné des sommes d'argent considérables. Ah, mamie zinzin. Si vous connaissez les Guignols à l'époque, c'était vraiment un running gag de ouf parce que, bah, en gros, il la rackettait, quoi. Il la rackettait, la pauvre dame sénile. Bon, pauvre dame, elle est riche, mais tu vois l'idée. La meuf, elle était sénile et lui, il la rackettait à blanc. Il profitait de, bah, du fait qu'elle était vieille. Terrible. Avec cette proximité, Nicolas Sarkozy entre dans la guilde des serviteurs du 440. Et aussi dans celle des amis du média, qui sont toujours quelque chose de très proche. Et c'est avec cet arbre de compétences que Nicolas Sarkozy arrive au ministère de l'Intérieur en 2002. Un poste qui servira à mettre en place et à expérimenter son style différent de celui des politiciens de l'époque. Sa stratégie d'image publique est d'afficher un discours outrancier, brutal, pour se donner une image d'un homme d'action énergique, comme lorsqu'il avait déclaré qu'il voulait nettoyer les jeunes à la Courneuve au Karcher. Le terme nettoyer au Karcher est un terme qui s'impose. Il montre du doigt des situations de gens en les situant à la marge. Et le pire, c'est que ça, à l'époque, c'était inacceptable, c'était intolérable, mais il a ouvert la fenêtre, il a ouvert la porte, et il y en a plein qui ont fait ça après. Et Sarko est l'une des personnes qui est le plus responsable de la montée du FN d'un point de vue politique, avec Mitterrand, évidemment, avec Hollande aussi, avec Macron aujourd'hui. Mais Sarko, c'est vraiment le mec, parce que à l'arrière, Mitterrand, il a fait énormément de trucs qui ont fait monter le FN, mais c'était en coulisses, tu vois. Je veux dire, d'un point de vue public, il était contre les idées du FN, mais Sarko reprenait les termes, reprenait le côté outrancier, reprenait certaines figures de style et certaines façons de parler qui étaient plus proches de l'extrême droite que de la droite. Il flirtait entre les deux. Et ça a marché, et ça a ouvert la fenêtre d'Overton encore plus à droite, et ça a ouvert la porte aussi à tous les gens qui pouvaient essayer d'être plus outranciers. Il avait eu Sarko avant, donc ça choquait moins. Les prostituées, des nomades, des jeunes, les désœuvrés, les voyous, précise-t-il, une logique qui culminera avec les émeutes de 2005, où Sarkozy va mentir, exagérer, parler de fermeté à tout bout de champ, ce qui va le conduire à voler suffisamment de voix à Le Pen pour lui interdire un second tour en 2007. Ça et les millions libyens évidemment. Mais tout ça, vous l'avez compris, nous allons vous le détailler dans nos épisodes suivants. On vous parlera du style Sarkozy, de comment ça sert sa politique pro-business, de sa nouvelle image de marque qu'il tente de mettre en place en tant que ministre et de l'importance des émeutes de 2005 là-dedans. Cette vidéo et cette série a été écrite par Emeric avec les recherches de Deb et montée par Pixel. Bah écoutez, super cool non? Franchement, très bonne vidéo, on comprend tout, c'est pas très long sur Sarko, mais donc c'est en plusieurs parties, il faudrait qu'on voit la partie précédente, un de ces quatre, ça peut être sympa. Et non mais c'est terrible à quel point Sarko a vraiment tout changé dans la politique, et je pense que c'est vraiment le président le plus détestable, enfin en tout cas l'un des présidents les plus détestables, mais en fait Hollande et Macron qui sont énormément détestables aussi, n'ont pu être possibles aussi que parce que Sarko, tu vois, donc c'est un peu lui le patient zéro de la politique qu'on a aujourd'hui, malheureusement. Tout va bien. Tout va bien.